Quand on parle aussi des questions fluviales, moi je pense aussi à la qualité de l'eau. Voilà. La qualité de l'eau, c'est une ressource qui fait partie de nos besoins premiers, l'air qu'on respire, l'eau que l'on boit, l'eau qui sert à nous transporter, à nous apaiser. Cette qualité, elle doit être préservée. D'autant plus qu'avec les sécheresses répétées, même l'Alsace commence à souffrir du manque d'eau. Donc, il y a 50 ans, on pouvait se baigner dans l'Ar. Aujourd'hui, la qualité de l'eau n'est plus à la hauteur. Il faut se pencher là-dessus et vraiment surveiller cela de près. Avec l'agence Rhin-Meuse, avec le service de l'eau de l'Eurométropole, avec la région, avec voilà, toutes les instances. On a un devoir là de qualité. À Strasbourg, on a oublié qu'on avait des pêcheurs, qu'on avait un marché aux poissons de rivière. Il faut répéter souvent aux gens que les ouvriers de la cathédrale avaient pétitionné pour arrêter de manger du saumon tous les jours. Parce que c'était un peu banal. Bon, quand on n'en avait plus un seul dans le Rhin, c'était un problème. Mais je me souviens aussi, à propos d'environnement, avoir dû expliquer, défendre et soutenir toute l'aventure de la réintroduction du saumon dans le Rhin, parce que c'est notre baromètre. C'est notre baromètre sur la pollution. Et évidemment, quand un jour, j'ai mon boulanger qui m'a dit qu'il avait pêché un drôle de poisson dans une petite rivière alsacienne, je me suis dit, c'est bon, ça y est, ils ont retrouvé le bon chemin. Je me suis dit, j'espère que vous l'avez remis dans la rivière. Il m'a dit, oui, mais bon, j'étais pas là. Mais enfin, c'était un saumon qui était en train de chercher son endroit pour frayer. Donc, la difficulté d'un port comme celui-là, urbain, c'est de pouvoir faire accepter sa présence en acceptant aussi des habitants. C'est de pouvoir aujourd'hui être un acteur de la transition écologique. Il y a l'élément des bases d'eau. Base d'eau et crue, élément extrême si j'ose dire. C'est peut-être plutôt ça. Là aussi, on essaye avec la ville et l'ensemble de travailler là-dessus. Bon, par exemple, c'est pas très spectaculaire, ça se voit pas, mais on a cette année complètement modifié l'écluse nord de façon à mieux protéger Strasbourg des crues, parce que il y avait 2 écluses et l'une des portes d'écluse qui, je dirais, commençait à donner des signes de faiblesse, et ça protège mieux Strasbourg des crues. On a l'étude sur la porte de garde du port au pétrole, c'est une porte qui permet de fermer le port au pétrole. C'était une conséquence du barrage de Gamsheim, qui fait que sous certaines conditions, il se pourrait que la crue atteigne la Roberceau, la crue du Rhin atteigne la Roberceau, ce qu'elle n'atteignait jamais avant. Là-dessus, on étudie avec la ville et l'État ces différents sujets. Donc on a vraiment tous ces sujets sont vraiment très pris en compte sur l'ensemble. Je dirais que l'aspect risque étiage et éléments extrêmes, je crois que là on a vraiment sur le Rhin un système extrêmement performant pour arriver à le gérer. La question est peut-être moins prégnante. La question commence à se gérer et commence à être de plus en plus efficacement gérée aussi sur l'aspect crue interne à Strasbourg, puisque les 2 systèmes hydrographiques sont quand même très coupés l'un de l'autre. C'est-à-dire que les crues du Rhin n'ont pas tellement de raison de se produire en même temps que les crues de l'Isle. Enfin, et essentiellement de la Bruche en l'occurrence. Et là aussi, l'ensemble des éléments sont sur la table pour arriver à protéger efficacement Strasbourg contre un certain nombre de crues. Par contre, la question qu'il y a toujours, c'est les événements. Autant sur le Rhin, on dimensionne pour des événements qui vont être des événements de retour Milan. Alors, vous allez me dire, Milan, ça peut arriver, ça peut arriver demain, malheureusement, mais bon, c'est un peu des événements sur un temps extrêmement long. Autant sur les aspects crus de l'île, par exemple, on est sur des événements de type centennal. Or, une crue tous les 100 ans, ça se produit quand même de temps en temps, donc on peut arriver à avoir cet élément-là. C'est quelque chose sur lequel, alors là aussi, le port, on essaie d'être facilitateur, mais que ça ne soit pas un rôle central de notre part. On essaie d'être facilitateur.
pour faire en sorte que les collectivités que la collectivité prenne conscience vraiment des éléments. Et je crois que la collectivité a vraiment très conscience. L'EMS a extrêmement conscience du sujet, prenne conscience du fait que effectivement, l'EMS est situé sur une zone à risque de point de vue de ce point de vue, même si le risque ne s'est pas produit depuis malheureusement un certain nombre d'années. Sur les inondations, la difficulté majeure, c'est d'arriver à faire en sorte de maintenir la foi lorsqu'il n'y a pas d'événements. Lorsqu'il ne se passe rien, on se dit, après tout, il ne s'est rien passé pendant 20 ans, pourquoi investir, pourquoi faire des plans, pourquoi, etc., alors qu'il va peut-être rien se passer. Et puis le lendemain matin, il se passe quelque chose. Donc on essaie d'être facilitateur sur cet élément. VNF est effectivement également très concerné et très compétent sur le volet inondation, crue. On a connu un épisode très récemment, pas forcément d'une importance extrême, on n'était pas sur une crue centennale ou même décennale. VNF donc, intervient en bon père de famille sur la gestion des niveaux hydrauliques lors des épisodes de crue, en ouvrant des barrages, en régulant les niveaux autant que possible, avec des éléments extrêmement processisés, puisqu'il y a des procédures qui sont définies en fonction des niveaux d'eau, en fonction des codes d'alerte, et qui déclenchent un certain nombre d'actions. Bien évidemment, sur des éléments très particuliers comme la mise en eau du polder d'Erstein, là on passe à un autre niveau, puisque c'est sous contrôle de la préfecture, de l'État. Et nous, on est aux ordres de l'État et on déclenche la procédure si la préfecture nous le demande. Le tout, évidemment, en coordination avec l'ADREAL. On a une particularité qui me vient notamment en tête, c'est la porte de garde du port au pétrole. C'est-à-dire que c'est un bâtard d'eau en fait, qui est mis et qui empêche les eaux de monter à l'intérieur du port au pétrole pour des éléments à la fois d'inondation des habitants qui sont là, mais également de préservation des entreprises un peu sensibles qui sont à cet endroit. Donc effectivement, c'est un travail à plusieurs mains qui est fait, toujours sous l'égide de la préfecture, et qui permet de déclencher les différents volets en fonction des niveaux d'eau et des codes d'alerte. Donc oui, de ce fait, Strasbourg est un cas particulier, de par également sa proximité avec le Rhin, qui est un fleuve non moins majestueux, mais tumultueux. On a dans le réseau hydraulique de VNF des éléments de réservoirs hydrauliques. Ça peut être des barrages réservoirs, ça peut être des étangs réservoirs qui servent en fait de soupape quand les niveaux d'eau baissent trop liés aux étiages, à la sécheresse qui s'est par exemple passée l'année dernière dans certains secteurs de la DTS. Mais pas que la DTS d'ailleurs à l'échelle française. Donc c'est un fonctionnement hydraulique que VNF maîtrise, connaît, et qui permet en fait de garantir à la fois les niveaux de service, notamment pendant les périodes d'activité touristique ou de fret, mais également de garantir la sécurité hydraulique des ouvrages, puisqu'on peut avoir des phénomènes d'affaissement de digues, par exemple, si le niveau d'eau baisse trop, et donc on doit maintenir des niveaux minimums pour permettre de garantir la sécurité intrinsèque des ouvrages et des canaux. Donc je vous confirme que c'est un sujet qui est très largement maîtrisé, avec une grosse expertise de la part de VNF. On est vraiment au cœur des métiers d'ingénieurs et de gestionnaires de réseau de VNF. Ceci étant dit, on remarque évidemment que, à l'instar de tout citoyen, les éléments de réchauffement climatique ont des conséquences qui sont pour l'instant très mal maîtrisées en termes de fréquence et sur lesquelles on est extrêmement vigilant. Voilà. Mais également à titre d'exemple, même si on a connu des sécheresses assez importantes l'année dernière, avec du coup des diminutions de ces barrages et de ces réservoirs hydrauliques, là à l'heure actuelle, on est à des reconstitutions à hauteur de 100% via la pluviométrie, les neiges, de ces réservoirs hydrauliques. Donc on repart comme un seul homme pour cette nouvelle année, prêt à affronter les affres climatiques. Moi, j'ai découvert tout ça, en fait, quand j'ai travaillé sur le risque inondation dans les années 2000.
Et je me suis aperçue qu'on était très peu nombreux à comprendre l'ensemble du fonctionnement du réseau. Et je trouve que c'est dangereux, parce que c'est une culture qui devrait être beaucoup plus partagée, notamment des décideurs. Donc le drame qu'on a chez nous, c'est qu'on n'a pas eu d'inondation depuis longtemps. Alors c'est une chance, mais la conscience est un peu partie. Et la seule manière aujourd'hui de comprendre les inondations, c'est un règlement, un nouveau PPRI qui est sorti il y a quelques années et qu'on applique au cas par cas. On voit sa cote, tac, on voit la règle, mais on ne rentre pas dans la conscience de ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui permet aujourd'hui, et là aussi je pense qu'il y a une approche culturelle à développer sur ces questions-là pour faire passer plus de messages et plus de compréhension. Donc notamment le système de gestion des crues à Erstein est fondamental. Mais voyez bien qu'il n'est pas sur l'agglomération Strasbourg, et donc Strasbourg s'en fiche, mais il est à Erstein, il est essentiel pour Strasbourg. Qui le rappelle à Strasbourg? Personne. Voilà, donc on est sur des systèmes qui sont gérés ponctuellement dans leur coin, mais on n'en a pas. La conscience, elle n'en est pas partagée. Il y aurait une véritable conscience si elle était partagée. Aujourd'hui, je pense que le port a un certain nombre de responsabilités et s'est engagé dans un certain nombre de dispositifs, mais le fait que ce ne soit pas connu par nos élus ou par nos responsables sur des questions d'urbanisme, par exemple, c'est pas extraordinaire comme situation pour la stratégie qu'on doit développer. Par exemple, savoir que l'inondation de tel endroit dépend d'un fonctionnement de telle porte de garde ou de telle... c'est important de s'en rendre compte parce qu'il y a une défaillance derrière, c'est fragile. Depuis un moment, on se pose des questions sur la qualité de l'air qu'on respire à Strasbourg. Donc, jusqu'à présent, la plupart des études ou des mesures qui sont faites sont centrées sur la question des transports, à juste titre, puisque les transports sont quand même une source de pollution très très importante. Mais moi, j'ai été très surprise de l'absence de données sur la qualité de l'air dans la zone portuaire globale. On a posé des questions à plusieurs reprises, on a toujours botté en touche jusqu'à très récemment. Il y a eu, en 2017, il y a eu un travail qui a été fait, qui était une évaluation des impacts sur la santé de l'urbanisation, quand il y a eu un travail qui a été fait sur la route du Rhin, le long de la route du Rhin, et à l'école, qu'il y ait un point de mesure supplémentaire à l'intérieur du quartier. Et ce point de mesure supplémentaire a montré que, ce que moi je ne pensais pas, que la qualité de l'air était quand même pas bonne au niveau des particules fines. C'était vraiment les moins bons résultats sur tous les points de mesure. Le deuxième point, c'est sur le risque technologique. Et là, je dis que je suis dans une colère noire parce que les plans de prévention des risques technologiques, on le connaît à Strasbourg, le PPRT, c'est des cercles autour du port au pétrole. Puisque le port au pétrole, c'est finalement Seveso, seuil haut. Mais donc moi quand j'ai acheté ici, puisque finalement j'ai été amenée à racheter un appartement dans la maison que mes grands-parents avaient construit, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu le document qui m'a été donné sur la prévention des risques. En gros, les risques sismiques, c'est pas grand-chose. Le risque d'inondation, c'est maîtrisé, mais le risque technologique, c'est zéro. Parce que les réglementations actuelles sont fondées sur finalement un risque d'explosion. Et le risque d'explosion, c'est quelque chose c'est une onde qui se propage, et donc c'est des risques concentriques. Alors que on sait très bien que s'il y avait une usine qui explose, et il y en a eu, il y a des panaches de fumée, il y a des diffusions de polluants, il y a toutes sortes de choses qui se passent, et que ça, c'est pas concentrique du tout, et que ça mériterait la réglementation mériterait d'être nettement améliorée. Et sur la question de la pollution atmosphérique, j'ai l'impression que les marges d'amélioration possibles, évidemment, la décision est peut-être un peu lente, mais je pense qu'en fait, les industriels, ils ont quand même des marges d'amélioration et que quand ils s'y mettent, c'est efficace, en fait. C'est en tout cas ce que montrent des mesures qui sont faites à Kehl. C'est-à-dire que quand il y a une émulation qui se fait, quand les décisions sont prises, même si elles sont prises un peu contraintes et forcées, ça peut bouger assez rapidement, peut-être plus rapidement
que ne bougent les questions de transport. Je dirais que on a connu un certain nombre d'éléments de risque industriel, comme dit encore aujourd'hui, ce matin encore, qui montrent que les mesures qui sont prises en termes de risque industriel, en fait, à chaque fois, on a eu des éléments qui ont été spectaculaires, mais circonscrits. C'est-à-dire que l'explosion du silo n'a eu des effets que sur la zone du silo. L'incendie de Soprema n'a eu des effets que chez Soprema. L'incendie d'OVH n'a eu des effets que sur l'un des bâtiments d'OVH. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'aide des services de l'État, etc., on arrive effectivement à essayer de circonscrire ces éléments de risque. Bon, évidemment, on essaye aussi sur les risques industriels, c'est l'amélioration continue. C'est un événement comme ce matin a montré 2-3 dysfonctionnements dans la chaîne de communication, donc ça permet d'améliorer les choses, mais je crois que on voit bien que les éléments de risque industriel sont vraiment pris au sérieux par l'ensemble du système, que ce soit la DREAL, que ce soit l'EMS ou nous, et que ça fonctionne plutôt pas mal. Je peux dire que si le port aujourd'hui le port de Strasbourg, peut être considéré comme un des ports du futur à l'échelle européenne, pour les efforts qu'il a fait, à la fois pour la valorisation de ces espaces naturels, mais aussi pour la réduction des pollutions et pour la démarche volontaire de l'écologie industrielle des entreprises qui y sont installées, y compris les entreprises de transport. C'est aussi parce qu'on a la pression de la ville, parce qu'on a la pression des habitants, la proximité des quartiers. Alors, bon, j'ai parfois été gêné de constater que lorsqu'on parlait des risques, on regardait la Robertsau et pas le quartier du Port du Rhin, par exemple. Alors, c'est la proximité au port au pétrole, mais si on prend les quartiers de Neudorf et proche Neudorf, ou Neuhof, les risques, on l'a vu récemment avec l'incendie, l'incendie d'un silo et l'incendie de Soprema. Donc, on a toujours des risques. Ces risques installés à proximité des quartiers doivent être traités comme des risques potentiels avec des réponses. Les réponses ont été apportées de manière extrêmement rapide et efficace. Et donc cette gestion du risque est aujourd'hui, à mon avis, tout à fait performante parce qu'elle intègre la notion de permanence du risque. Tandis que quand on est dans une zone plus lointaine, le risque, il n'est pas perçu comme permanent. Et la possibilité d'avoir une ville mixte, une métropole mixte, suppose qu'on ait des activités. Il ne faudra pas se tromper sur les options et simplement considérer que parce qu'on a des activités risquées, il faudrait les arrêter. Donc on est vraiment, je dirais, sur le fil de la réflexion sur l'approche du risque, sa connaissance, la culture du risque, la prévention du risque. On a à Strasbourg créé le premier secrétariat permanent pour les pollutions industrielles, dans cette commission qui a été mise en place dans le cadre de la charte d'écologie urbaine que nous avions adoptée en 1992. On était les premiers en France. Maintenant, c'est quelque chose qui est national. Pourquoi ? Parce qu'on avait précisément la problématique de la pollution et de la gestion des risques. Et c'est ce qui nous a amené à travailler ensemble avec les associations d'habitants des quartiers riverains, les associations de défense de la nature. C'est ce qui nous a amené aussi à passer un compromis, par exemple avec Alsace Nature. Ça n'a pas été complètement, j'avoue, admis ou apprécié par le port autonome lui-même, à Markolsheim, quand on a compensé la possibilité d'accueillir une usine de fabrication d'acide citrique par de la restitution de forêts rhénanes qui appartenaient au port. Donc, à un moment donné, moi j'ai souhaité ce compromis parce qu'il permettait, sur la durée, d'avoir une vision de ce à quoi sert un port. L'acceptation du risque et la manière dont on peut répondre au risque. La ville a élaboré à la fin du précédent mandat tout un guide de comportement et de recommandations à la suite des épisodes
d'incendies et d'explosions que nous avions connus sur le territoire portuaire. Bon, alors il faut revenir en permanence. Ça ne suffit pas de mettre dans les boîtes aux lettres. Il faut faire véritablement une éducation populaire pour que les gens connaissent, mais partout. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement à proximité. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que le fait d'avoir une fumée, ça peut aussi gêner les Allemands ou ça peut gêner des gens beaucoup plus loin si la fumée se répand. On l'a vu avec Tchernobyl, qui était censé s'arrêter à la frontière entre l'Allemagne et la France. Donc ce n'est jamais le cas. Et donc, moi, je plaide pour qu'on ait sur ces questions du risque un véritable programme éducatif, à la fois en direction, évidemment, de l'adhésion volontaire et la plus qualitative des entreprises, des chefs d'entreprise. Tous ne sont pas dans cet état d'esprit, mais de plus en plus le sont, et dans le comportement et le service que la ville peut rendre avec l'État dans les recommandations en cas de pépin. Il y a souvent l'image des industriels qui ne se soucient pas de l'environnement. Je veux vraiment contrer cette idée-là et contrer cette image. Les industriels du port sont soucieux de l'environnement, ils travaillent, il n'y a pas de solution miracle, mais ils sont massivement engagés dans des démarches de transition écologique. Autre aspect, je l'ai un peu évoqué précédemment, c'est la question de l'écologie territoriale. On voit des entreprises sur le port qui ont trouvé des complémentarités pour construire une économie qui va pouvoir profiter de la présence des uns et des autres. On pense à la présence de Blue Paper qui va, on va dire, recycler un certain nombre de matériaux produits par d'autres entreprises situées sur le port et d'une certaine manière fabriquer une économie de proximité, jouant le rôle finalement d'un grand espace de recyclage. On pense également à la production de chaleur fatale qui peut être réinjectée dans les réseaux de chaleur. Donc en fait, on a ici finalement l'opportunité de fabriquer un cluster écologique de grande qualité à travers finalement cette mise en réseau de toutes ces grandes entreprises. Beaucoup de synergies de mon point de vue, mais aussi bien évidemment des problématiques qui peuvent soit rassembler, soit diviser. Je pense par exemple à toutes les problématiques d'approvisionnement, avec évidemment la question des circulations sur l'avenue du Rhin, qui était une avenue très utilisée pour la desserte du port, et la présence de poids lourds et de fret sur cette avenue interroge. Et donc, une tendance à une forme de rétrécissement des capacités d'approvisionnement du port, et en même temps l'exigence très forte que la métropole a de répondre aux objectifs qui lui sont assignés par la Commission européenne, de respecter, comme cette injonction en a été aussi faite à l'État, les obligations en matière environnementale. Donc il y a effectivement une problématique d'approvisionnement avec un atout, parce que le port permet non seulement créer de l'emploi, mais approvisionne Strasbourg et sa métropole. Mais par contre, le bon fonctionnement de cet approvisionnement suppose aussi des circulations dont certaines sont un peu intrusives par rapport au fonctionnement urbain de Strasbourg et de sa métropole. Et donc, on aura une vraie question de savoir comment on préserve et on consolide ces approvisionnements tout en alignant l'organisation de ces approvisionnements et de ces fonctions logistiques sur les objectifs environnementaux et climatiques de Strasbourg et de sa métropole. Alors, ces synergies, on les voit quand même dans la politique qui est menée par le port, avec, par exemple, l'économie circulaire, et donc une volonté du port de s'inscrire dans le plan climat, d'être économe et de mieux valoriser les ressources et les potentiels des entreprises en organisant la collaboration entre elles. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxième élément, c'est l'implication du port pour être partie prenante du schéma des nouvelles mobilités de la métropole, avec notamment la réalisation de pistes cyclables, d'un réseau de pistes cyclables connectées
au réseau de pistes cyclables de la métropole. Donc, le port lui-même est à l'écoute des modifications et des transformations de la métropole. Et bien sûr, il ne peut pas le faire en affaiblissant ses capacités de développement. Voilà ce que je peux dire en réponse à cette question. Donc, il y a des enjeux, mais c'est le rapport, tous ces enjeux environnementaux, climatiques, urbains, peuvent soit séparer, soit fédérer. Je pense plutôt, peut-être mon travers à la fois optimiste et de praticien, je vois plutôt le potentiel. C'est-à-dire qu'il en est du port comme du marché-gare. Le Mine, qui est lui aussi très urbanisé et qui est aussi un îlot de chaleur. Une étude a été faite par l'ADEUS, en lien avec d'ailleurs un labo de l'université, avec le Mine, qui montre, et l'Eurométropole, la possibilité d'évolution du marché-gare pour, j'allais dire, transformer sans nuire aux activités l'espace, l'aménagement, pour le rendre compatible avec la nécessité d'une plus grande résilience quant au réchauffement climatique. Donc je pense que c'est un enjeu pour le port, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'espaces minéraux sur le port qui sont des espaces finalement assez inactifs. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est d'à la fois peut-être de végétaliser progressivement les constructions existantes, peut-être d'avoir des formes de construction qui vont évoluer, avec peut-être plus de densité, plus de hauteur, par exemple, et donc le retour aussi du végétal sur des espaces. Il n'y a pas de miracle, hein. Si on veut maintenir les activités, il faut peut-être configurer de façon différente les espaces économiques qui gagnent en hauteur pour pouvoir libérer de l'espace au sol, désimperméabiliser. Je pense aussi au stationnement des voitures et des véhicules, qui pour l'instant sont des véhicules très étals. Donc c'est important qu'on repense, mais le port a un projet en sens, l'organisation des déplacements des salariés, hein, donc un plan de déplacement des salariés avec le recours aux mobilités alternatives à la voiture, et puis peut-être l'organisation différente des stationnements. Donc d'évidence, l'enjeu environnemental écologique doit pouvoir être pris en compte par le port. Il y a déjà d'ailleurs des actions qui sont menées et elles ne sont pas, de mon point de vue, contradictoires avec l'activité elle-même. On a besoin de cette activité, donc pour moi c'est pas une question de remise en cause, c'est une question d'évolution et d'adaptation du port comme de la ville au changement climatique. Et d'ailleurs, je pense que les activités elles-mêmes y gagneront en image. Et le port a besoin de la bonne image, a besoin de cultiver une bonne image vis-à-vis. D'ailleurs, il avait organisé, il a quelquefois organisé des manifestations publiques, ça me paraît très important. Mais pour contribuer à cette image, bien entendu, il ne faut pas qu'il soit décalé par rapport aux enjeux et aux aspirations de la société strasbourgeoise, métropolitaine et de façon plus large de la population dans l'ensemble du Bas-Rhin. Le fait de se dire que les questions environnementales, d'un coup, on pense à plein de choses, on s'aperçoit qu'on peut aussi, pour beaucoup, les connecter au port. Si on pense à l'énergie, on voit que aujourd'hui, on récupère l'énergie fatale d'une entreprise allemande, côté allemand, pour alimenter en énergie la COP. Donc ça, on voit qu'il y a des synergies et des opportunités assez extraordinaires liées à l'activité portuaire. On peut aussi penser à la résilience climatique. Aujourd'hui, on voit que c'est une des zones qui subit le plus les effets d'îlots de chaleur urbains. Donc comment on travaille là-dessus, comment on essaye de réduire les surfaces imperméables, comment on arrive à d'une manière un peu un peu subtile et vraiment d'insertion du végétal dans cette trame industrielle, comment on arrive à mieux répondre à cet enjeu. Un autre moyen possible éventuellement serait de raccrocher les réserves naturelles au port. On note notamment qu'on a toute une bande de
portuaire entre la réserve naturelle du Rorschollen et la réserve naturelle du Neuhof. Or, le passage entre les deux n'est pas du tout simple, évident. Moi, j'ai essayé de le faire, ça a été la catastrophe. Aujourd'hui, le PNU, il travaille sur le donner à voir la rivière. Il travaille sur les balades le long de la rivière, sur les projets d'urbanisation qui sont autour, etc., pour que ce soit bien fait. Mais ce n'est pas seulement en faisant ça qu'on va développer. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que pour développer la conscience de l'eau dans la ville, il faut la vivre en tant qu'expérience. Il faut aller dans l'eau, il faut la naviguer, il faut vraiment aider les acteurs de l'eau à renforcer la navigation. Et là, on a besoin d'autres acteurs. Et c'est, pour moi, le PNU devrait basculer d'un outil d'aménagement de la terre autour de l'eau à un outil d'animation aussi avec l'eau. Alors on a commencé à le faire. On sait qu'on voudrait faire une des fêtes des PNU sur l'eau un de ces jours. Cette année, comme il y a le Covid, on va encore peut-être pas s'y mettre tout de suite, c'est un peu compliqué. Mais on a déjà essayé de faire de travailler avec Marin d'eau douce, par exemple, pour proposer des visites lors de la fête du PNU avec Marin d'eau douce, etc. Donc des visites commentées à partir des petits bateaux. Donc, mais aujourd'hui, ce qu'on fait avec le PNU, c'est de l'artisanat total. Tu vois, on a des moyens minuscules. Donc, ce que je vois, c'est que la ceinture verte réussit à mobiliser. Donc, si on consolide un mode de fonctionnement avec la ceinture verte un peu plus engageant pour la collectivité, où le PNU devient un peu plus un outil plus concret, ben peut-être qu'à ce moment-là, on peut accrocher à ça de manière plus ferme tous les acteurs de la navigation et développer un projet de navigation qui donne tout son corps à faire métropole fluviale. Mais pour moi, c'est la navigation qui va faire métropole fluviale. C'est pas seulement se promener au bord de l'eau. Et donc aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a un argument supplémentaire. Toutes les villes qui sont traversées par des cours d'eau ou qui sont le long des cours d'eau, comme Strasbourg, ont la chance d'avoir un climatiseur naturel. Et ce climatiseur naturel, que ce soit l'Ille ou le Rhin, à mon avis, il faut les valoriser. Donc, il faut les protéger. Il faut effectivement protéger la trame bleue, mais aussi la trame verte. Et finalement, si on arrive à faire ça, on aura des villes qui sont certainement plus capables de s'adapter au changement climatique, en tout cas au dérèglement climatique, ça, certainement. Et donc, voilà, toutes les actions qui vont dans le sens de l'atténuation du changement climatique ou de l'adaptation vont dans le bon sens. Et je pense que sous ce chapitre-là, personne n'y échappera, que ce soit le développement industriel, le développement de l'habitat, les déplacements, en fait, tout se tient si on prend comme chapeau l'adaptation au changement climatique. Donc, voilà. Donc, je pense que tout est possible, mais pas n'importe comment. Donc, avec effectivement, en prenant des choix, à mon avis, si possible éclairés, mais il faut arrêter de vouloir faire croire qu'on peut en même temps faire des nouvelles routes pour desservir le port et nous dire que finalement, il faut en même temps approfondir le fleuve dans la partie allemande parce que les gros bateaux n'arrivent plus à passer. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de participer à la Commission internationale pour la protection du Rhin. Et quand on entend certaines propositions, elles ne vont pas dans ce sens-là. Je pense que l'adaptation aujourd'hui, c'est s'adapter à la nature, que le fleuve, on arrête de vouloir l'adapter en fait en fonction de nos besoins, mais qu'on s'adapte à ce qu'il est capable de nous fournir. Et je crois que ça, c'est un point fondamental aussi, que ce soit dans n'importe quelle zone d'aménagement. Qu'est-ce qu'elle peut nous fournir en fait et comment nous on peut s'adapter à ce qu'elle peut nous fournir. Alors on peut toujours dire il faut plus, il faut des bateaux plus gros, des tirants d'eau plus profonds, il faut refaire des nouveaux aménagements. Je pense que sur le Rhin on a atteint les limites de l'aménagement. C'est un fleuve qui est fortement modifié. Il reste des reliques très intéressantes, que ce soit sur le fleuve lui-même ou sur les environnements. Et assez proches, notamment là où voulait passer une partie des routes. Je pense que notre devoir, c'est de garder ce qui est encore aujourd'hui fonctionnel au point de vue naturel,
et puis finalement de nous adapter, nous, à cette nature-là et arrêter de vouloir tout changer, quoi. Donc ça, c'est un peu le principe de base qu'on peut poser, l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, en se basant sur les solutions fondées sur la nature. Si on doit le résumer. Ou les étiages sur le Rhin, on a ce phénomène-là. Il faut se souvenir que ce phénomène-là existait dans les années, de façon plus récurrente dans les années 40-50, hein, même avant. On voit que le Rhin avait cet élément. Ce qui était plutôt anormal, c'était que le Rhin n'ait pas d'étiage pendant 60-70 ans. Et par contre, ça nécessite effectivement des efforts, d'une part de prévisibilité sur ces différents éléments, et d'autre part, peut-être d'adaptation des bateaux, d'adaptation d'un certain nombre de choses. Le plus étonnant dans les histoires d'étiage, c'est que les bateaux les plus anciens pouvaient continuer à fonctionner. Parce qu'ils avaient été conçus à une époque où il est arrivé que le Rhin soit bas. Les bateaux les plus récents qui étaient conçus en fonction de... on peut s'enfoncer de 3 mètres quoi qu'il arrive, ceux-là, ils étaient arrêtés parce que le Rhin ne leur permettait pas de le faire. Donc, je crois qu'il faut... On n'a pas les idées très claires sur ce que le Rhin va nous faire dans les années à venir. Hein. Ça, je crois que on a vraiment là une boule de cristal serait importante. On est précisément à un endroit où les modèles divergent, donc c'est pas drôle. Sinon, ce serait pas drôle. Hein. Il y a des endroits où on sait qu'il y aura des étiages majeurs. Des endroits, mais le Rhin, il est entre les deux, donc pas de chance. Enfin, ou plutôt de la chance d'ailleurs de pouvoir. Il faut qu'on s'adapte. Je crois que le mot-clé dans tous ces éléments-là, c'est de s'adapter, et de s'adapter peut-être plus rapidement qu'on a pu s'adapter dans le passé. Il y a tout ce qui est la biodiversité, bien sûr, avec des sites exceptionnels au bord du Rhin qui sont en proximité vraiment directe. Même, voilà, c'est de l'interconnexion avec les activités portuaires. Hein. Je parlais tout à l'heure de la proximité entre la réserve de Rorschollen et la zone portuaire sud. De préservation aussi, cette biodiversité. Enfin, quand je disais, il ne faut pas que la reconfiguration un peu de la vitrine portuaire autour du projet de rive soit un peu un pendant un peu du travail sur l'urbain, et en même temps que de l'autre côté on artificialise ou on développe de manière extensive d'autres zones ou entrepôts industriels sans ce même souci d'intensité urbaine et de certaine densité que doit retrouver aujourd'hui un peu la construction artisanale et industrielle. Le fait que le parc du Petit Rhin donc, était anciennement un canal, donc le Petit Rhin, enfin un bras du Rhin et après un canal, après donc remblayé pour devenir une zone d'activité qui, pour moi, c'est un des exemples qui montre que en fait, ça accueillait des activités qui étaient sans aucun rapport avec vraiment un fonctionnement lié au fleuve, à une logistique fluviale qu'on peut considérer quand même plutôt aller dans le bon sens en termes écologiques. Là, on était vraiment sur de la zone d'activité assez banalisée. Donc le fait de retrouver ce lien à l'histoire du Petit Rhin, mais surtout transformer cette zone en espace naturel et en parc urbain, c'est vraiment quelque chose qui vient reconnecter en effet le port à aussi son paysage rhénan historique, mais qui, c'est sûr, ne serait pas fait sans projet urbain. Voilà, c'est parce qu'il y a une intention de projet urbain, aussi d'apport d'habitants, d'enjeux de création d'espaces verts publics en lien avec ce développement urbain qu'on vient investir ce Petit Rhin pour le transformer en parc. Donc après, il y a un autre enjeu qui est comment on étend cette réflexion pour se dire, là on crée quand même un parc urbain. Comment, au-delà de ça, on réfléchit sur la reconnexion aussi à plus grande échelle de la forêt de la Robertsau avec la forêt de Linnehof, de la connexion avec l'île de Rorschollen. Et là, c'est plus comment on travaille de manière fine sur cette grille végétale et verte
et qui devrait s'immiscer dans tout le port du Rhin. Puis je dirais, on n'y pense pas, peut-être pas de manière spontanée, mais quand on regarde à la fois la taille du port, je dirais la place qu'il trouve dans l'agglomération, adossée aux deux massifs de la forêt de la Robertsau, de la forêt du Neuhof au sud, et finalement du kilomètre de voies ferrées et de talus qui le structurent, il participe d'une certaine manière à la trame verte de l'agglomération en permettant à des espèces de cheminer le long d'infrastructures qui sont, on va dire, largement végétalisées et spontanément. Puis également les bassins, d'une certaine manière, participent à la trame 2 de l'agglomération. On voit à quel point dans le projet de Rive, les bassins sont devenus des lieux de forte valeur pour fabriquer un environnement urbain transformé avec l'accueil de nouvelles opérations immobilières pour laquelle l'eau devient véritablement un point de vie, de transformation essentielle. Le port s'est installé au bord du Rhin, là où s'était développé un ensemble de massifs forestiers rhénans de très grande qualité. Et ces massifs ont été entamés, bien évidemment, par la présence, l'anthropisation du sol. Donc, d'une certaine manière, il faut qu'on retrouve la capacité de refabriquer ces coutures nord-sud le long du Rhin, à travers le port, et de reconstruire à travers le travail de plantation le long des espaces publics, de restaurer peut-être des continuités écologiques qui ont été mises à mal par des ruptures artificielles, ce qui aujourd'hui a été, qui a fait la force de ce fleuve. Il y a un travail qui est fait avec l'État sur le thème de Rhin vivant, qui vise également à changer d'échelle également et à replacer le port dans son histoire et sa capacité à renouer des liens qui ont été abîmés. Le port est aussi un espace de nature potentielle. Il y a des îles qui sont des vraies réserves de biodiversité. Je pense que sa fonction première reste une fonction économique et industrielle et une fonction logistique. Notamment quand un espace se libère aujourd'hui, un espace industriel se libère sur le port, ma vision des choses est que la priorité d'affectation est d'y remettre de l'activité industrielle. Il y a un grand besoin de foncier d'activité sur le territoire métropolitain auquel nous avons aujourd'hui de la difficulté à répondre parce que le foncier est rare, il est très sollicité. On a là au port des espaces qui sont depuis toujours dédiés à l'industrie, pour lesquels l'activité industrielle est adaptée. C'est à cette destination qui doivent être principalement affectés. Pour autant, il y a aujourd'hui des espaces naturels qui doivent absolument être préservés. Donc je suis plutôt dans une vision de cet équilibre, d'une meilleure valorisation des espaces naturels, parce que ceux qui existent ne sont pas forcément connus, ne sont pas forcément identifiés comme tels. Et donc je reconnecte là à la vision d'un tourisme de promenade aussi qui pourrait se développer sur certains secteurs du port. Il ne s'agit pas de le faire partout, mais on a des secteurs du port qui s'y prêtent. La préoccupation de la trame verte est complètement intégrée dans le travail d'urbanisation du secteur des deux rives. Et donc on a un travail à mener pour identifier des parcours de promenade aussi et des parcours de préservation de cette trame verte. La trame verte et bleue, par exemple, sur la ceinture verte de Strasbourg, a pour ambition d'inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d'aménagement du territoire, contribuant à l'amélioration du cadre de vie et à l'attractivité résidentielle et touristique. VNF participe pleinement à cet enjeu grâce à des mesures de continuité écologique, de préservation des espaces et des milieux humides. Les voies d'eau sont un espace naturel et vivant et constituent une réserve de biodiversité. À titre d'exemple, sur Strasbourg, les travaux du barrage de l'Abattoir vont démarrer dans les prochaines semaines. La réfection et la modernisation de cet ouvrage sera accompagnée par la création d'une passe à poissons pour permettre la circulation piscicole sur l'île. L'établissement VNF a mis l'enjeu environnemental au cœur de ses missions à travers le développement d'actions concrètes telles que la gestion de ses déchets, la suppression totale du recours aux produits phytosanitaires, l'utilisation des techniques végétales de défense de berge, la conversion à l'utilisation d'huile biologique dans nos installations techniques. La question tombe bien puisqu'on a une stratégie biodiversité, mais je dirais qu'il est pour l'instant très localisé sur un certain nombre de points. Donc effectivement, c'est de favoriser un certain nombre, chez certains clients ou chez nous, un certain nombre d'espèces, puisqu'on a certains clients qui
qui peuvent, en plus pour lesquels ça peut présenter un intérêt, par exemple l'épervier qui chasse ses pigeons. L'autre question, c'est effectivement la question de la continuité, des différentes continuités qu'on peut avoir. Et là, on vient de candidater la semaine dernière pour un élément qu'on fait avec l'agence d'urbanisme, des éléments d'études et de réalisation qu'on va faire avec l'agence d'urbanisme et la métropole, pour justement essayer de déterminer sur les éléments de trame verte et bleue. Il y a déjà pas mal d'éléments finalement de trame verte et bleue quand on regarde le territoire. La vraie question, c'est les discontinuités qu'on peut avoir, la traversée des écluses, des bassins ou des écluses, par les écureuils, pour prendre un exemple qu'on m'a donné ce matin, ou des éléments de ce type-là. Et donc, c'est d'une part, la première phase, c'est d'avoir une connaissance. On a déjà une bonne connaissance avec le Donat qu'on a essayé d'avoir de ce qui existe sur le port. Donc on est assez surpris d'ailleurs de la richesse d'espèces qui existent actuellement sur le port, qui est beaucoup plus riche que ce qu'on pensait, mais d'arriver à avoir des éléments en termes de qualité des espaces. Est-ce que c'est des espaces pollués par tout un tas d'éléments historiques, hein. On va essayer de voir avec le pollen des abeilles, par exemple, est-ce que le pollen des abeilles est pollué par un certain nombre d'éléments, ça donne déjà une indication. Et de voir quels sont les endroits où on a des discontinuités majeures à boucher. Ça se fait en lien avec la ville, ça se fait en lien avec la SPL, puisque la SPL a déjà sur l'ancien tracé du Petit Rhin, du Petit Rhin, la route du Petit Rhin, a déjà une volonté de reconstituer une trame verte. On essaye aussi de travailler cela avec les associations de protection de la nature qu'on a rencontrées pour voir si certaines zones qui aujourd'hui sont des zones à intérêt, je dirais, plus que mineur. Je crois que c'était il y a 3-4 ans qu'on a commencé à parler de biodiversité. Je sais que certains de mes agents me regardaient avec un air quand même un peu... en gros, c'est quoi la dernière lubie du chef, quoi. Et aujourd'hui, c'est plutôt eux qui sont porteurs en disant si on faisait, on pourrait peut-être faire autrement à tel endroit. Elle est faite. Il y a des endroits où on ne pourra pas. Une voie ferrée, il faut malheureusement la désherber. Ça ne marche pas autrement. Mais il y a d'autres endroits, c'est probablement faisable et de façon plus respectueuse. Le port est adossé aux réserves naturelles, donc il a un lien fort à la trame verte. On a la bande Ramsar, on voit bien qu'il s'est installé sur des zones anciennement boisées de la forêt rhénane. Donc il y a un lien intrinsèque entre ces espaces-là, et il peut y avoir des passages à faune ou à flore à retrouver dans le port. C'est clair, quoi. Après, on est aussi au bout de la trame verte et bleue qui vient des Vosges. Donc on a par la Bruche et par les quais, comment il s'appelle, ces quais d'Austerlitz, etc. Donc comment ça se prolonge pour aller à la zone des deux rives. On est à l'intersection entre ces deux zones-là. Donc tout ça se travaille un peu en finesse. C'est pas très évident, c'est pas toujours très fonctionnel, voilà. Mais bon, tant pis, soyons un peu optimistes.